Jean-Michel Veil est avec nous et nous allons évoquer ces douces 60s, Sweet Little 60s qu'il publie aux éditions Edilivre, un livre dans lequel il raconte sa jeunesse, sa première jeunesse et déjà son amour du rock'n'roll. Oui, en fait, ce bouquin, c'est un témoignage de cette jeunesse privilégier les baby-boomers et surtout une autobiographie puisque c'est l'histoire d'un adolescent, moi-même, adolescent pendant les années 60 qui a eu la chance d'abord de vivre dans cette décennie extraordinaire et surtout d'avoir découvert, comme tout le monde, cette musique extraordinaire, la pop music et le rock'n'roll, dans des circonstances tout à fait particulière, c'est-à-dire débarquer dans une famille d'accueil en Angleterre dont le chef de famille était caméraman à la télévision. Donc tu peux imaginer les cadeaux inestimables qu'on m'a fait entre 1964 et 1970. On le catapultait toujours sur ces émissions Top of the Pop, Thank You Lucky Star et autres émissions extraordinaires. Lui, ça n'emballait pas, mais comme il savait que j'aimais ça, il m'emmenait et j'ai pu assister à des enregistrements télévisés absolument dingues et des concerts, s'il était aussi catapulté sur les concerts de rock et de pop music. Alors on va faire un petit flashback, on va le faire à la Lelouch. Ado, donc dans ces années 60, d'une famille plutôt privilégiée, on va dire. Bourgeoisie du 16e arrondissement de Paris. Et puis l'idée du père, de ton père, c'est de dire on va l'envoyer en Angleterre, au moins il apprendra l'anglais. C'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, il n'a pas fait exprès, mais c'est vrai, je foutais rien à l'école. Je m'en foutais complètement, j'étais viré de partout, j'ai fait tous les lycées, tous les cours privés, etc. Il fallait bien faire quelque chose, il m'a envoyé pendant quelques mois en Angleterre, et ça s'est reproduit comme ça tous les ans. Et ce qui est sympa, c'est qu'au retour, au lycée, les copains, la première question, c'est « alors les petites Anglaises ?» Ben oui, parce que à l'époque, les Français, c'était des cibles choisies par les petites Anglaises, donc nous, les ados français... On attendait que ça, quoi, draguer les petites Anglaises. Alors ça, c'était pas aussi facile que ce qu'on peut imaginer. Quand on lit ce bouquin, c'est un petit livre finalement, parce que je pense que tout n'a pas été dit, mais dans ce livre, mais l'essentiel est là, et quand on lit et qu'on prend la liste des concerts et des gens que tu as vus, là c'est impressionnant, mais on se dit mais quelle chance il a eu, les Beatles, les Rolling Stones, et puis et j'en passe. Et puis aussi les premiers passages à la télé anglaise des stars émergentes américaines, c'est-à-dire les premiers passages d'Otis Redding. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. T'as 15-16 ans, t'es sur un plateau de télé et l'animateur présente un artiste qui vient les aider, plusieurs artistes. Alors tu as Stevie Wonder, Little Stevie Wonder, Otis Redding. Enfin, c'est complètement insensé, quoi. Je crois que le seul que j'ai pas vu, parce qu'il n'est pas venu, c'est Presley. Et la chance, c'est que les années suivantes, eh bien, rebelote, on retrouve les mêmes et on recommence, et d'autres. Les mêmes avec la progression. C'est-à-dire, tu commences avec, je sais pas moi, l'album numéro 1 des Stones, et puis jusqu'à 1970, c'est-à-dire l'apogée, quoi. Et puis les nouveaux artistes, à chaque fois, c'était insensé. Et de temps en temps, on les voyait à la télé en France, ils étaient invités, parce que comme ils passaient à l'Olympia ou au Palais des Sports, ils étaient invités dans les émissions, dans les Guy Luxury et autres, mais là, on leur demandait de faire du playback. Leurs instruments n'étaient même pas branchés pour faire la blague. Et c'était épouvantable, quoi. Épouvantable. Alors que là-bas, c'était très, très pro, quoi. Alors, dans ce livre, tu le disais tout à l'heure en préambule, ces années 60, être né dans ces années-là, c'était... Être né après la guerre, au début des années 50, ça veut dire que tu ne feras jamais la guerre. Tu es trop jeune pour faire l'Algérie ou l'Indochine. Tu vas rentrer sur le marché du travail au tout début des années 70 ou même quelquefois à la fin des années 60, où là, il faudra faire exprès pour ne pas trouver de boulot.
Donc enfin, les 30 Glorieuses. C'est hallucinant la chance que cette génération, dont je fais partie, la chance qu'elle a eue, cette génération, c'est extraordinaire. Tout n'était pas rose, bien sûr, pour tout le monde, mais la plupart du temps, les jeunes, ils attendaient la majorité de se barrer de chez leurs parents, d'acheter une bagnole et de faire la route et de rigoler, et les gonzesses et la rigolade, etc. Alors revenons au rock'n'roll. Je sais que tu as des idées bien arrêtées sur le rock'n'roll et des dates bien arrêtées aussi. Oui. Est-ce que justement cette expérience est une des raisons? Oui, probablement, parce que j'étais tellement en admiration devant la pop music, hein, surtout, puisque j'étais en Angleterre. Il faut comprendre que, même quand j'étais en France, j'étais surtout en France, mais il faut comprendre qu'un ado dans les années 60, avec ses petits 3-4 francs d'argent de poche par semaine, va chez le disquaire du coin, et dans les bacs, tu as tous les 45 tours. Alors tu as les daubes, il y en a toujours eu, n'importe quoi. Et puis tu as toutes les semaines un bac avec 20-45 tours, tu es obligé d'en acheter qu'un, tu n'as pas les moyens d'en acheter plusieurs. Mais le choix, à l'époque, certes, tu as le dernier Bob Dylan, le dernier Hendrix, le dernier Clapton, le dernier Stone, le dernier Beatles, le dernier Animals. C'est incroyable le choix de la qualité de ces disques. Alors c'est vrai que ça m'a un petit peu influencé parce que plus tard, au milieu des années 70, je trouve que ça s'est un peu gâté, quoi. Pour moi, tout a été... Oui, pratiquement tout a été fait entre 54-55 et 73-75, quoi. Alors on va parler d'une bombe, c'est Jimi Hendrix. Ah ouais, alors là... Jimi Hendrix, alors ça a été... alors, il a été connu en France pratiquement en même temps, hein, parce qu'il est venu en 66 à Paris. C'est Hallyday qui l'avait fait venir. Hallyday l'avait fait venir dans son orchestre. Il avait fait l'Olympia avec Hallyday. Très vite, Hallyday lui a fait faire les premières parties, je crois. Donc il l'a bien aidé. C'était simultané. Hein. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu Hendrix, c'était... oui, ça devait être en mon avis, tout début 66. Il venait d'arriver à Londres. Et puis, je suis sur un plateau de télé avec mon papa anglais. Et l'animateur, moi je ne sais même pas qui c'était, annonce un Américain. Et là, j'entends les premières mesures de Hey Joe. Et là... Et il y a une anecdote. Enfin là je l'ai lu, l'anecdote. J'y étais pas, bien sûr. Je crois que c'est Clapton qui racontait ça. Que la première fois que Hendrix s'est produit à Londres, ça devait être, je pense, chez Ronnie Scott ou dans un club. Il y avait dans la salle, il y avait Clapton, Jimmy Page, Pete Townshend, peut-être Mick Taylor, etc. Keith Richards, je ne sais pas. Jeff Beck, ils étaient au premier rang. Et dans ce club, Hendrix arrive et fait un show d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand ils sont sortis, ils se sont tous dit, c'est fini pour nous. C'est incroyable. Pour eux, c'était mort, c'était terminé. Ils étaient détrônés par ce génie qui arrivait, un martien. Donc ça, c'est une des expériences, ouais. Ça, c'était grandiose. Hein. C'était pas la seule, mais ça a compté, hein, Hendrix. Ah ouais. Voilà, donc si vous souhaitez retrouver ces années, avec ou sans nostalgie, Sweet Little Sixties, c'est signé Jean-Michel Veil et c'est publié chez Eddy Livre. Merci Jean-Michel Veil. Merci Monsieur Gérard Quentin, le magicien.